20h, 21h, Les Informés, Victor Matet. Bonsoir, bienvenue à tous dans Les Informés à la radio, bien évidemment, à la télé aussi, sur le canal 27 de la TNT et sur franceinfo.fr. Au sommaire, ce soir, la nouvelle journée de manifestation des Gilets jaunes. Rien qu'à Paris, 4 manifestations avaient été déclarées. Et comme chaque samedi, des violences ont éclaté. L'un des leaders du mouvement a même été blessé. Le débat national continue, là aussi sous des formes diverses, avec notamment Marlène Schiappa hier soir chez Cyril Hanouna. Quelle sera la prochaine trouvaille de l'exécutif dans ce débat participatif? Comme la lutte sociale, le combat pour le climat passe-t-il par la rue? Manifestation tout ce week-end en France et en Europe. Faut-il porter un gilet ou un foulard vert pour se faire entendre? Nous en débattrons. En couleur ou en noir et blanc, il a habillé de ses notes quelques-uns des plus grands films de l'histoire du cinéma. Hommage ce soir à Michel Legrand. Le compositeur est mort, il avait 86 ans. Pour commenter tous ces sujets dans Les Informés, nos invités ce soir, ils sont 4 autour de la table. Bonsoir Yasmina Jaffar. Bonsoir. Communicante, fondatrice du site laruchemedia.com. Bonsoir Candice Marchal. Bonsoir Victor Matet. Journaliste, directrice générale de Boxon, la plateforme de podcast créée en collaboration avec Pascal Clark, voix bien connue des auditeurs de Radio France. Jean-Marie Godard est aussi avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Journaliste, auteur notamment l'an dernier. Votre livre est sorti il y a un an, tout pile, Parole de flic, l'enquête choc aux éditions Fayard. On va bien sûr reparler de la police ce soir. Pierre Jacquemin également est là. Bonsoir Pierre. Bonsoir. Rédacteur en chef du magazine Regard. C'est aussi sur internet, regard.fr. Notre premier regard à nous, ce soir, va se tourner sur ce qu'il s'est passé ce samedi partout en France. 11e samedi de manifestation des Gilets jaunes et avec notamment des affrontements place de la Bastille à Paris où se trouvait Yann Gallic tout à l'heure pour France Info. Des centaines de gilets jaunes qui manifestaient en ordre dispersé aujourd'hui dans les rues de la capitale ont convergé cet après-midi vers cette place de la Bastille dans une ambiance en effet un peu plus chaotique et tendue. Les forces de l'ordre ont lancé quelques gaz lacrymogènes pour tenter de disperser les manifestants. Gendarmes mobiles et CRS encerclent désormais la place de la Bastille. Les policiers ont procédé à plusieurs interpellations, des scènes devenues habituelles chaque samedi à chacun des actes des Gilets jaunes, le 11e ce week-end. Incident donc place de la Bastille à Paris, des incidents aussi à République où devait se tenir ce soir la première nuit jaune. Elle n'aura vraisemblablement pas lieu. Les chiffres de la participation, ils ont été donnés tout à l'heure par le ministère de l'Intérieur. 69 000 participants dans toute la France contre 86 000 la semaine dernière. Participation donc en baisse, Pierre Jacquemin. Oui, bon, ça j'imagine qu'il va y avoir du monde pour commenter ces effectifs qui sont en baisse. Je ne crois pas que le chiffre soit vraiment l'important, sinon d'ailleurs l'ensemble des médias n'auraient pas traité la question des Gilets jaunes depuis le démarrage. On voit bien que les manifestations des syndicalistes depuis plusieurs années ne font pas l'objet de décrochages médias, etc. Donc on voit que les Gilets jaunes sont l'incarnation d'une expression, en tout cas de l'expression d'une colère différente. Donc c'est ça qui doit nous préoccuper. Et aujourd'hui on voit bien qu'il y a une détermination chez les Gilets jaunes à vouloir continuer, à vouloir poursuivre. Quand on va sur les ronds-points, on écoute, il faut écouter les Gilets jaunes, ils vous disent on est déterminé, s'il faut, on ira jusque quand même. Il y a un grand débat à côté. Détermination, mais avec moins de monde quand même. Moins de monde. Un peu moins de monde quand même. Moins de monde, mais il y a eu moins de monde il y a 2 semaines et ça a augmenté la semaine dernière. Enfin bon, tout ça, encore une fois, la question du chiffre ne me paraît pas être le bon angle d'attaque. C'est la colère qui s'exprime à travers les Gilets jaunes. Mais si je peux me permettre, il y a quand même 3 éléments dans la journée. Il y a eu quand même effectivement ces violences, on l'a vu, la violence contre certains manifestants. On va y revenir. Il y a eu aussi, je trouve, ce décalage, vraiment, ce paradoxe entre ce gouvernement qui veut instaurer un dialogue et qui empêche dans l'espace public un dialogue des Gilets jaunes de s'instaurer sur la place de la République. Ça me paraît totalement surréaliste. Et puis le troisième, c'est celui qu'on vient d'évoquer, c'est effectivement la mobilisation, cette détermination, je crois, d'une partie de la population qui veut aller jusqu'au bout, quand bien même il y a un débat. Je pense que les gens ont besoin de se mobiliser, ont besoin de se retrouver autour des ronds-points, dans la rue, ailleurs, pour continuer cette mobilisation et continuer à porter les revendications qui sont celles des Gilets jaunes. Yasmina Jaffar, on a l'impression quand même qu'on voit les mêmes scènes semaine après semaine. Oui, exactement. Je pense qu'il y a une forme de lassitude, qu'on le veuille ou pas,
bien évidemment que les revendications du 17 novembre sont encore là et très présentes, et les réponses n'ont pas du tout été apportées, et on ne sait pas si elles le seront après le grand débat. On peut être sceptique, on peut être positif sur la question, en tout cas on ne sait pas. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est aussi l'effet des débats, je pense aussi, parce qu'il y a eu 3-4 salves de débat hier avec Édouard Philippe, une rencontre avec les Français, la communication du gouvernement a essayé d'évoluer. Les gens descendent moins dans la rue parce qu'ils se retrouvent pour débattre. Je crois qu'il y a un effet débat, et que parce que ça a bien fonctionné, parce que pour l'instant les chiffres par rapport à la cote de popularité du président remontent, il y a une confiance, il y a aussi des manifestations qui sont organisées. Et aujourd'hui, ça cassonne un petit peu plus que la semaine dernière, mais en tout cas, c'est organisé. Donc peut-être que l'effet débat fait que les Français se disent discutons, débattons. Et est-ce qu'on peut en même temps manifester ? Oui, moi je pense que oui, on peut en même temps manifester et qu'il ne faut pas arrêter de manifester. Mais ils se disent, on peut peut-être pas faire les deux choses en même temps, voyons voir, et discutons, et on verra ensuite ce qu'il se passe. Si jamais les réponses ne sont pas présentes, alors là peut-être que nous retournerons tous avec force dans la rue. On l'entendait dans le journal d'Emmanuel Langlois, la police, la préfecture de police a saisi ce soir l'IGPN, un des leaders du mouvement des Gilets jaunes, a été blessé à l'œil ce soir, Jérôme Rodriguez, le jour même où les policiers, pour la première fois, étaient censés porter des caméras piétons. Jean-Marie Godard. Ce qui est un pur gadget. C'est-à-dire que par rapport à ce qui se passe avec la police et au maintien de l'ordre là, depuis plusieurs semaines, on a cette histoire de caméra piéton. Quand la polémique sur le LBD a commencé à monter, on a dans un premier temps un gouvernement avec un ministre de l'Intérieur qui était sur le mode circuler, il n'y a rien à voir. Derrière, on a le directeur général de la police nationale qui rappelle les règles d'utilisation de cette arme. Et après le circuler, il n'y a rien à voir, on nous sort la caméra piéton en 24 heures, qui d'ailleurs, même les policiers eux-mêmes n'y croient pas, y compris des responsables de la police que je connais, qui eux-mêmes parlent de gadget. Que vous avez re-eu Oui, récemment. avec lesquels j'ai discuté, qui parlent de gadget, qui disent que c'est n'importe quoi, qu'on sort un truc comme ça. En plus, c'est laissé complètement au libre usage de le déclencher ou de ne pas le déclencher. Et en plus, les images, très franchement, si par exemple je dois parler pour les manifestations qui sont organisées à Paris, des caméras, il y en a partout. Tout ce qui se passe dans les manifs est contrôlé depuis une salle de commandement qui est à la préfecture de police. Et donc, on est vraiment dans le gadget qui ne va rien apporter. En tout cas, qui ne va absolument pas apporter une solution à la polémique qu'il y a actuellement sur cette arme. On va continuer, bien sûr, à en parler dans les informés. On entendra notamment Candice Marchal, qui n'a pas encore pris la parole ce soir, juste après un tour de l'info avec Thomas Bénèche, puisqu'il est 20h10. Au moins 10 morts, près de 300 disparus au Brésil. C'est le dernier bilan de la rupture d'un barrage minier hier après-midi à Brumadinho, dans le sud-est du pays. Il appartenait, cet ouvrage, à la société Vale, qui assure que ce barrage minier avait été récemment inspecté. Un gilet jaune blessé cet après-midi à Paris, place de la Bastille. Jérôme Rodriguez, proche de l'une des figures du mouvement Éric Drouet, a été touché par une grenade de désencerclement, selon nos propres informations. L'IGPN, la police des polices, est saisie de ce dossier. En France, pour ce nouveau samedi de mobilisation, le ministère de l'Intérieur recense 69 000 manifestants. L'affaire Thomas Crown, Peau d'âne, les parapluies de Cherbourg, autant de films dont il a signé la bande originale. Le compositeur français Michel Legrand est mort la nuit dernière à l'âge de 86 ans. Cet homme donnait sa vie à chaque fois qu'il jouait, a réagi aujourd'hui Alain Terzian, le président des Césars. En top 14 de rugby, victoire ce soir de La Rochelle sur Montpellier, 27-25, de Pau sur Perpignan, 30-24. Succès aussi de Bordeaux-Bègles et de Castres sur le leader du championnat, Clermont. France Info. 20h, 21h, les informés, Victor Matet. La suite des informés. Candice Marchal, on parlait de ce leader du mouvement des Gilets jaunes blessé ce soir place de la Bastille. Cela peut changer quelque chose au mouvement ? Alors évidemment, M. Rodriguez dit que c'est une tentative d'assassinat à la chaîne Russia Today. Je pense qu'il faut mettre un petit peu de mesure dans tout ça. Je ne suis pas sûre que cette attaque seule puisse déclencher les choses. Je crois que depuis plusieurs semaines, on assiste à des attaques très graves sur les manifestants. Le documentariste, d'ailleurs,
David Dufresne fait un travail excellent à l'eau Place Beauvau pour recenser le nombre de victimes. On en est quand même à plus de presque 300. On a 15 personnes qui sont éborgnées, des mains arrachées. Je crois juste que cette attaque supplémentaire, elle est un petit peu plus publique en tout cas, mais je ne suis pas sûre que ça soit cette agression qui change la donne. Sur les violences policières, Pierre Jacquemin. Qu'est-ce que vous voulez à un moment donné? Et c'est ça qui est problématique, c'est qu'on est quand même au cœur d'un mouvement qui a démarré maintenant il y a presque 3 mois, où on a d'un côté des manifestants qui en ont ras-le-bol d'avoir un mur en face d'eux où on ne leur répond sur rien et surtout pas sur la question sociale. La seule réponse qu'on a de l'exécutif, c'est une réponse sécuritaire. Combien de lois, combien de dispositifs ont été pris par ce gouvernement de manière très rapide, alors que ce que demandent les manifestants, ce sont des réponses sociales, de progrès social, de salaire, de mieux vivre, de logement. Voilà. On a fait passer une loi, la loi est en discussion au Parlement sur, vous savez, cette loi qui doit condamner les casseurs, là, les fameux casseurs. On va vers une privation de certaines libertés qui sont la possibilité de manifester librement, qui est quand même un droit constitutionnel, avec des prérogatives qui sont celles de on n'a pas le droit de se cagouler, on n'a pas le droit, on va interdire à des manifestants d'aller manifester quand ils auront eu des condamnations. Enfin, on est dans une dérive sécuritaire qui est quand même dramatique. Donc il y a des violences qu'évidemment il faut dénoncer. Il y a de l'autre côté aussi une police qui n'en peut plus de devoir se mobiliser toutes les semaines pour des manifestants, et ils sont là pour ça, mais ils le font parce que c'est aussi la commande de l'État. Mais les policiers ne peuvent pas être la réponse politique à la situation sociale que vit le pays. Et c'est ça qui est dramatique, c'est que d'un côté, il y a les policiers qui répondent aux injonctions du gouvernement, et de l'autre côté, il y a les manifestations qui demandent la réponse politique, pas la réponse sécuritaire. Et c'est ça qui crée des frustrations et qui crée aussi un climat de tension. Après, évidemment, quand on encercle des manifestants, quand ils ne sont pas si nombreux que ça et qu'il y a une force très puissante de la police autour des manifestants, c'est sûr, quand on est confronté à ce genre de situation, ça alimente les tensions. Donc forcément, ça finit mal. Et donc, évidemment, tout le monde souhaite que ça se passe bien. L'immense majorité des Gilets jaunes souhaite que ça se passe bien. Et d'ailleurs, la plupart du temps, ça se passe plutôt très bien, partout en France où il y a des manifestations. Mais à force de ne pas répondre, à force de n'avoir de réponse que sur le terrain sécuritaire, ça a fini par péter, pardon de le dire comme ça, mais c'est le problème aussi, c'est vers là où on va. Yasmina Jaffar, comment on sort justement de... La frontière est ténue justement entre le policier et le gilet jaune. On voit bien qu'il y a beaucoup de points en commun entre eux. Et le drame peut arriver parce que cette fatigue est... ras-le-bol aussi d'être utilisé comme un rempart politique à une réponse qui doit être que politique. Donc c'est vrai qu'il y a aussi une fatigue globale, même aussi des Français dans l'absolu. On voit bien que le mouvement est soutenu encore, mais beaucoup moins chaque semaine, et que cette présence policière, en effet, gadgetée de cet objet pour répondre à la polémique il y a quelques semaines où on attaquait plutôt M. Castaner en disant voilà, il y a des... Comment se fait-il que nous avons mis autant de temps pour savoir qu'il y ait des gens blessés dans les manifestations? Comment ça se fait aujourd'hui qu'à la place de la République, la nocturne se termine plus vite qu'un grand magasin suédois? Là, il est quelle heure? 20h, c'est déjà terminé. Donc comment se fait-il qu'on ne puisse pas manifester? Donc c'est vrai que si on va manifester en ayant peur d'être abîmé en rentrant, ça devient très compliqué. Donc il y a aussi peut-être cette volonté, la baisse des gens qui vont manifester vient aussi peut-être de cette idée qu'on peut aussi en souffrir. Donc il y a cette volonté peut-être du gouvernement d'expliquer aux Français, n'allez pas manifester de façon insidieuse parce que vous risquez de finir à l'hôpital. Voilà. Donc, et ça, c'est dramatique, c'est un droit fondamental et ça ne doit pas passer par une manipulation autour de la police. Sur cette frontière, Jean-Marie Godard, entre gilets jaunes et forces de l'ordre? Il y a effectivement une frontière entre gilets jaunes et forces de l'ordre qui est très mince, en tout cas jusqu'à ces dernières semaines. Moi, j'ai déjà eu le cas dans les gens que je connais d'un policier qui était en salle de commandement pour surveiller un dispositif de sécurité, et son épouse était dans la manif en gilet jaune. Alors pas à Paris, c'était en province, mais voilà, il y a ça, des cas comme ça. Il y en a des CRS qui disent qu'ils sont proches des revendications des gilets jaunes, qu'il y a des choses qu'ils ont en commun, qu'eux-mêmes sont des citoyens, que la question des taxes, de l'essence, ils la payent aussi, qu'ils ont aussi des salaires qui n'ont pas été augmentés depuis très longtemps, enfin, sauf très récemment. Ils ont obtenu très très vite d'ailleurs des choses. Donc effectivement, ça c'est une réalité. Après, c'est vrai qu'il y a un contexte qui est très problématique pour les forces de l'ordre, c'est que
depuis le début du mouvement, alors sauf ces 2-3 dernières semaines où on a vu commencer à apparaître des dépôts de demandes de manifestation avec des constitutions de services d'ordre. C'est-à-dire qu'ils Parce que là, ça a changé. Aujourd'hui, il y avait au moins 4 manifestations autorisées dans Paris. Ils se retrouvaient au départ sur les Champs-Élysées, et quand la tension est montée, ils se sont retrouvés sur des manifestations qui systématiquement... Il n'y avait pas de parcours déposé, il n'y a pas de service d'ordre, il n'y a aucune organisation centrale, on ne sait pas à qui parler, et il y a eu l'absence d'interlocuteurs est problématique pour l'organisation du maintien de l'ordre. Après, la manière dont les choses ont monté et où c'est devenu violent, c'est effectivement, et les policiers le disent eux-mêmes, c'est que le gouvernement a mobilisé un nombre totalement inédit de forces de l'ordre pendant des semaines. Enfin, le moment où on s'est retrouvé avec 89 000 forces de l'ordre pour faire du maintien de l'ordre, dont 8 000 à Paris. Ça veut dire que vous n'avez pas ce nombre-là en gendarmes mobiles et en CRS, qui sont des professionnels du maintien de l'ordre. Ça veut dire que vous allez boucher les trous de la raquette avec des myriades de services et de gens qui n'ont rien demandé, qui n'ont jamais été formés pour faire de maintien de l'ordre et qui vont se retrouver sur des manifs. Avec ce que Jean-Marie Godard dit très bien dans son livre et qui explique très bien dans son livre, qu'il y a aussi cette politique du chiffre. Et on l'a vu tout au long de la mobilisation des Gilets jaunes, où il y avait une injonction, une commande presque faite aux policiers. On l'a vu, le nombre d'arrestations préventives qu'il y a pu y avoir en amont des manifestations, qui est quand même assez incroyable et qui doit être interrogé. Oui, et ça fait des gros chiffres sur les communiqués en fin de journée. Marshall, Je me demande s'il n'y a tout simplement pas une disproportion, en effet, entre les forces de l'ordre et les manifestants. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que... Il y avoir des manifestations déclarées, ça n'empêche pas les violences. Oui, mais jusqu'à présent, on ne pouvait pas avoir un comptage précis, puisque les manifestations n'étaient pas déclarées. Aujourd'hui, le parcours est balisé, il est déclaré, donc on peut faire un comptage. C'est le cabinet, en l'occurrence, qui est capable aujourd'hui de pouvoir compter effectivement. Donc on dit qu'il y a eu moins de manifestants dans les rues de Paris et en France. C'est pas sûr, c'est juste que maintenant on a un comptage un peu plus précis. Je ne crois pas que la mobilisation faiblisse, je pense juste qu'elle est en train de muter. Elle se transforme tout simplement, et c'est assez intéressant en fait, parce que avec cette nuit blanche, cette nuit jaune, feu nuit jaune, ça aurait été un véritable espace de discussion qui pouvait non seulement être l'espace d'expression des Gilets jaunes, mais aussi de confrontation avec ceux qui ne savent pas encore où se placer aujourd'hui, parce qu'il y a évidemment des gens qui soutiennent ou qui ne soutiennent pas, mais il y a le milieu. Effectivement, on va continuer d'en parler de cette mutation du mouvement des Gilets jaunes. Dans un instant, 20h20, Thomas Bénèche pour l'info. La réponse de l'Europe a été forte, très positive, se félicite aujourd'hui le président autoproclamé du Venezuela, Juan Guaido. L'UE a menacé de prendre de nouvelles mesures si d'autres élections ne sont pas organisées dans quelques jours dans le pays. Paris, Berlin, Londres et Madrid fixent un délai de 8 jours au président élu et contesté Nicolas Maduro pour organiser ce scrutin. Un gilet jaune proche d'Éric Drouet, figure du mouvement, blessé à l'œil aujourd'hui à Paris. Selon nos informations, il a été touché par une grenade de désencerclement alors qu'il se trouvait place de la Bastille. L'IGPN, la police des polices, est saisie de l'affaire. Par ailleurs, la place de la République à Paris a été évacuée alors qu'une nuit jaune devait s'y tenir. On lui doit entre autres le roman Mademoiselle Chambon, adapté au cinéma en 2009. On apprend ce soir la mort de l'écrivain Eric Holder à l'âge de 59 ans. Il est décédé mardi, là où il vivait, à Queyrac, en Gironde. L'américaine Émile Ferris remporte ce soir au festival de BD d'Angoulême le Fauve d'Or pour son ouvrage Moi ce que j'aime, c'est les monstres. Le livre est sacré meilleure bande dessinée de l'année. À 56 ans, Émile Ferris est la 6e femme distinguée par le festival d'Angoulême. France Info. 20h, 21h, les informés, Victor Matet. La suite des informés à la radio sur France Info, également à la télé sur le canal 27 de la TNT. Les Gilets jaunes dans la rue, le grand débat national, lui, continue après Emmanuel Macron jeudi. C'était hier soir au tour d'Édouard Philippe, plutôt discret jusqu'ici, de s'inviter à un débat face à des citoyens. C'était dans les Yvelines. Je sais ce que j'en pense, moi, du RIC. Je sais. Si je voulais le dire en une formule, je vous dirais, le RIC, il me hérisse. Je suis pas pour. Ça ne veut pas dire que je suis contre le référendum, hein, mais je suis pas pour le RIC tel qu'il est souvent présenté. En revanche, il y a un mécanisme qui existe déjà, qui s'appelle le référendum d'initiative partagée. Bah oui, et alors, mais c'est pas parce que ça marche pas que c'est idiot, ça marche pas. Peut-être que ça doit être amélioré.
Édouard Philippe, hier soir dans les Yvelines. Question à la spécialiste de la communication, Yasmina Jaffar. Elle est étonnante, cette séquence, non? L'exercice, elle ne m'étonne pas beaucoup d'Édouard Philippe. On l'a vu à plusieurs reprises jouer d'humour sur des lapsus devant des conférences. Il a l'air comme ça, droit dans ses bottes. C'est vrai qu'il l'est, qu'il ne change pas d'avis. Les 80 km/h, etc. Il a tenu jusqu'au bout face à Gérard Collomb, par exemple, surtout pour exister et s'imposer. Il n'était pas très connu il y a quelques temps et il a fini par exister. Donc cet exercice ne m'étonne pas, cette envie de se rapprocher des gens. Après, il y a un exercice de communication, bien sûr, et de parce séduction. qu'il y a eu Édouard Philippe, il y a eu Emmanuel Macron juste avant, et puis il y a eu Marlène Schiappa hier soir chez Cyril Hanouna. Qui a fait un score incroyable de plus d'1 million de téléspectateurs, qui a été décrié toute la semaine. Parce qu'on confondait peut-être l'émission Touche pas à mon poste avec Balance ton poste, mais Balance ton poste, juste pour faire un petit historique, c'est une émission créée par un ancien député européen qui s'appelle Karim Zeribi et Cyril Hanouna. Et la volonté, c'est de faire parler les Français. Ils ont été les premiers à faire intervenir des Gilets jaunes sur ce plateau. Donc c'est vrai qu'hier, il y a eu un rendez-vous. La communication se fait de toutes les manières au niveau de l'exécutif et aussi à la télévision. Et il y a eu ce rendez-vous avec cette polémique qui a peut-être rendu service à ce rendez-vous et à cette chaîne. Et on s'est rendu compte d'un moment calme, étonnant pour cet animateur-là, avec une volonté d'expliquer et de ressortir quelques revendications. Alors évidemment, c'est les mêmes revendications qu'autour d'Édouard Philippe, autour d'Emmanuel Macron, et il va y avoir encore 10 autres rencontres de ce type. Il va falloir pour le gouvernement se modifier. Et ils ne peuvent pas aller sur toutes les émissions de télévision pour arriver à se modifier. Il va falloir absolument revoir un petit peu les choses pour parler vraiment à tout le monde et peut-être imaginer des réunions avec des corps particuliers. Jean-Marie Godard, qu'est-ce que vous en dites, vous, de cette stratégie de l'exécutif? Justement, ce qui est intéressant, c'est Édouard Philippe, il n'était pas n'importe où, il était à Sartrouville. C'est-à-dire que, et ce qui est intéressant, c'est que dans le mouvement des Gilets jaunes, par exemple, les banlieues et les quartiers en difficulté, on ne les a pas vus beaucoup. Et entre Sartrouville et l'émission avec Marlène Schiappa, c'est que, en fait, le gouvernement essaye de s'adresser à tous les publics. C'est l'impression que ça donne. C'est-à-dire qu'ils vont essayer de parler à tout le monde et d'aller sur tous les canaux possibles où vous allez avoir des publics différents. Peu importe que l'émission elle soit polémique, décriée, c'est pas grave. Ce qui est intéressant, c'est le public que ça va toucher pour eux. Voilà, donc on est dans un exercice de communication. Sur Édouard Philippe à Sartrouville, par rapport au résultat, je ne sais pas ce qui va donner le résultat du grand débat, mais que le Premier ministre puisse passer 3 heures à se confronter un petit peu à un public comme ça qui lui parle franco, je trouve ça franchement pas mal. C'est plutôt bon pour lui, quoi. Il y a 2 mois environ, Emmanuel Macron avait déclaré qu'il n'avait pas réussi à réconcilier le peuple français avec ses dirigeants. Est-ce qu'il est sur la bonne voie, Pierre Jacquemin ? Hélas, je ne le crois pas. Mais le premier échec de ce grand débat, c'est effectivement la mobilisation de la jeunesse. Il n'y a pas de jeunes dans le débat. Ça a été un constat qui a été qui est assez partagé. Les jeunes ne se mobilisent pas. Donc, sans doute, la stratégie d'Emmanuel Macron et du gouvernement, c'est d'aller dans des émissions, et je n'ai aucun mépris pour l'émission de Cyril Hanouna, même si, évidemment, on doit être aussi très ferme sur les propos qu'on peut entendre dans ce genre d'émissions homophobes, sexistes, etc. Donc, bon, pourquoi pas, à la limite. Moi, ce qui m'interroge, c'est la vitrine qui est offerte à ce gouvernement. La vitrine qui est offerte par les chaînes d'information en continu où on diffuse pendant 7 heures le discours d'Emmanuel Macron, qui n'est qu'un monologue, en fait. Il y a beaucoup de gilets jaunes invités également. Il y a eu la dernière fois, effectivement, il y avait des gilets jaunes dans la salle que M. Macron a bien voulu. Je parle de manière générale sur les plateaux. C'est vrai, mais à un moment donné, il faut quand même s'interroger sur les 7 heures non-stop d'Emmanuel Macron, qui est un monologue, encore une fois, où les gens posent des questions et Emmanuel Macron, alors qu'il ne devrait pas avoir des réponses. Moi, j'estime que le gouvernement ne devrait qu'être dans le doute. Il lance un grand débat pour que les citoyens s'emparent de propositions que le président de la République et le Premier ministre, sans doute que le président de la République, arbitrera à la fin de ce grand débat. On est face aujourd'hui à une mise en scène d'un grand débat où, au final, ils ont des réponses à tout. Et là, la séquence avec Édouard Philippe me paraît délirante. À partir du moment où c'est la revendication phare des Gilets jaunes, de balayer d'un revers de main en disant « je ne crois pas au RIC », le RIC m'horripile, je ne sais plus quel est le terme exact. Mais je veux dire, c'est pas qu'un coup de communication, c'est un message
message politique. Ça veut dire que le RIC n'aboutira pas. Et ça pose la question, encore une fois, de la finalité de ce grand débat. Et on ne connaît toujours pas les règles de ce grand débat. On ne sait pas comment se remonteront justement les revendications des citoyens qui en feraient justement des propositions. Candice Marchal, il faut attendre le 15 mars pour réentendre le président et le Premier ministre. Ça m'a rappelé une phrase qu'a prononcée Emmanuel Macron il n'y a pas longtemps. Cette part d'incompréhensible nous rapproche. Voilà, bon, vous avez 4 heures, ce sujet philo. Non, pour en revenir à l'émission dans laquelle intervenait Marlène Schiappa hier, j'ai trouvé ça très intéressant. Évidemment, c'est très inattendu de la part du gouvernement et très opportuniste. Les doléances étaient peu ou prou les mêmes que dans d'autres émissions. On ne peut que regretter toutefois que la thématique démocratie ait été balayée, bon, certainement par manque de temps, mais il y avait des propositions intéressantes à retenir, en tout cas sur la TVA à taux zéro pour les produits de première nécessité, la peine plancher pour les fraudeurs fiscaux. Donc ce débat-là était très utile. Et on va continuer le débat. On va continuer le débat justement dans la deuxième partie des Informés. Ce sera juste après l'info, après la météo aussi. Je vous souhaite de passer une excellente fin de soirée, une très belle nuit en notre compagnie. Beaucoup de grisailles sur le nord du pays avec le front froid qui arrive et que nous retrouverons des Charentes au Pays de la Loire jusqu'au Hauts-de-France avec de la pluie, un vent de sud-ouest. À l'arrière, un ciel de traîne où le vent soufflera à 90 km/h en rafale sur la pointe bretonne. De la grisaille également sur le nord-nord-est et au sud, ce sera plutôt calme. Demain matin, ce front aura glissé rapidement. Nous le retrouverons des Pyrénées aux frontières du nord-est avec de la neige en abondance sur tous les massifs et même quelques giboulées dans le Grand Est. Dans l'après-midi, cette perturbation se délitera. On la retrouvera des Pyrénées aux frontières du nord-est ainsi que sur les Alpes et les montagnes du Jura. Toujours énormément de précipitations neigeuses sur tous les massifs puisqu'on attend environ 10 à 50 cm de neige supplémentaire. À l'arrière, en ciel de traîne, ce seront des giboulées de pluie, de neige avec un vent à 100 km/h en rafale sur les côtes de la Manche. Soleil sur le littoral méditerranéen avec un vent très fort. -1 à 9 degrés seront nos températures du matin. Elles seront plus douces qu'aujourd'hui. Et dans l'après-midi, on attend 5 à 14 degrés. Bonsoir à tous, bienvenue sur France Info. À la une, ce rassemblement nocturne inédit des Gilets jaunes, place de la République à Paris. Rendez-vous était donné à 17h. La situation, vous le voyez, s'est tendue dans la soirée. Guillaume Périlou, vous êtes sur place. Guillaume, finalement, ce rassemblement n'aura pas duré longtemps. Non, Lucie, une nuit jaune avortée, si l'on peut dire. Vous le voyez derrière moi ici, cette place de la République est désormais totalement vidée de la présence des Gilets jaunes. Ils étaient pourtant plusieurs centaines en début de soirée, mais on a assisté à des charges de CRS, de gendarmerie mobile contre les manifestants pour les disperser, les Gilets jaunes qui ont donc été repoussés à l'extérieur de cette place, et les camions de CRS, de gendarmerie mobile ainsi que les camions de pompiers sont toujours présents ici, sur tous les côtés de cette place de la République. Mais donc la nuit jaune a été empêchée. Il n'y a plus, à l'heure où je vous parle, de Gilets jaunes sur le centre de cette place de la République à Paris. Merci Guillaume Périlou. Voilà donc pour la situation actuellement à Paris. Aujourd'hui, 69 000 Gilets jaunes se sont mobilisés dans toute la France contre 84 000 la semaine dernière. En région, les cortèges se sont formés plutôt dans l'après-midi. On voit cela avec Stéphanie Desjard. À nouveau, l'hexagone quadrillé de jaune ce samedi. De la Bretagne à Strasbourg jusqu'à Marseille. Beaucoup de villes françaises mobilisées. 69 000 manifestants dehors aujourd'hui contre 84 000 samedi dernier. Le cortège le plus impressionnant, aujourd'hui à Bordeaux. 5 000 personnes battent le pavé sous leur bannière RIC pour référendum d'initiative citoyenne. Ces gilets jaunes clament leur refus de participer au grand débat national du gouvernement. Il ne faut pas que ce soit ça, eux qui nous imposent leurs questions. Nous voulons, nous, participer, mais aussi avec les questions des gilets jaunes. Et ils sont très simples, très simples. Le pouvoir d'achat, la taxe fiscale, faire payer les riches, puisqu'il faut faire payer les riches, même s'ils ne le veulent pas. À partir de là, vous verrez, à Bordeaux, ça va se calmer. À Évreux, en Normandie, des centaines de gilets jaunes aussi mobilisés pour obtenir le RIC et pour que l'Europe change.
L'idée, c'est que les citoyens retrouvent leur souveraineté et puissent avoir leur mot à dire concernant l'avenir de l'Europe. Pendant ce temps, un village près de Commercy accueille pour 2 jours une assemblée, des assemblées de Gilets jaunes. 300 personnes planchent ensemble sur une autre façon de s'impliquer politiquement, sans représentation. Parce que sinon, on va recréer le même système que l'on connaît, contre lequel on se bat finalement. Et donc là, c'est vraiment important de... Voilà, nous, c'est l'idée en fait. Cette fois encore, des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre ont émaillé cette journée de mobilisation dans plusieurs villes, comme sur ces images à Bordeaux, en début de soirée. On en vient à présent à cette information, le décès de Michel Legrand à l'âge de 86 ans. Incroyable compositeur oscarisé. À 3 reprises, il avait aussi reçu 3 Césars. Les Parapluies de Cherbourg, c'était lui. Les Demoiselles de Rochefort aussi. Un talent hors pair, des musiques de films inoubliables et une carrière d'exception qui aura duré plus de 50 ans. C'est la fin de ce flash. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous restez avec nous sur France Info. L'actualité se poursuit. « 20h, 21h, les informés, Victor Matet. » Et la suite des informés, nos invités sont toujours là, bien évidemment. Yasmina Jaffar, communicante, fondatrice du site laruchemedia.com. Candice Marchal, journaliste, directrice générale de Boxon. Jean-Marie Godard, journaliste, auteur notamment de Paroles de flic, l'enquête choc aux éditions Fayard. Et Pierre Jacquemin, rédacteur en chef du magazine Regard. Il n'y a pas que les gilets jaunes dans la rue. Ce week-end, plus de 100 événements pour le climat depuis hier et jusqu'à demain soir sont organisés dans de nombreuses villes, également dans des villes européennes. Et il y a là, comme pour les Gilets jaunes, ce sentiment que la pression doit venir de la rue pour que les politiques bougent. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est un certain Nicolas Hulot qui est revenu à la télévision suisse, c'était cette semaine. Je prolongerai mon engagement, mais je veux trouver une forme utile, une forme inédite. Si je m'écoutais, l'ombre me va beaucoup mieux que la lumière. Mais je ne me suis pas battu 30 ans ou 35 ans pour baisser les bras. Donc j'ai besoin de trouver quelque chose, et ça passera par la société civile, ça passera par les citoyens, qui donne le sentiment que les citoyens peuvent, en se réunissant, non pas être frontal vis-à-vis de la classe politique, mais au contraire les aider, leur donner une direction. Nicolas Hulot qui affirme aussi que la dynamique des citoyens est le dernier espoir pour la planète. Pierre Jacquemin. Oui, je pense que c'est assez juste. Il faut qu'il y ait une prise de conscience. Je pense qu'elle est largement partagée aujourd'hui, mais il faut aller encore plus loin. On l'a vu, il y a eu des batailles. Je pense notamment à la bataille contre l'aéroport Notre-Dame-des-Landes. Cette bataille, elle a porté ses fruits. Elle a été très largement critiquée par l'ensemble de la classe politique. Et pourtant, c'est quand même grâce à la mobilisation des zadistes qu'aujourd'hui, l'aéroport, le gouvernement a reculé. Et puis, plus généralement, sur les enjeux climatiques. Avec là aussi des affrontements violents. Ça reviendrait à dire que finalement, c'est à chaque fois qu'il y a des affrontements, finalement, que le politique recule. Sans doute, la violence participe d'un renoncement, en tout cas d'un souhait du gouvernement, en tout cas de rétropédaler. Et sans doute, d'ailleurs, rend-il légitime cette forme de mobilisation pour faire avancer un certain nombre de revendications comme celle de l'aéroport Notre-Dame-des-Landes. Mais plus généralement, sur le climat, je pense qu'on est face à un gouvernement qui, on a vu Emmanuel Macron, Make the Planet Great Again. Aujourd'hui, il est juste pas crédible sur la question environnementale. D'ailleurs, son ancien ministre de l'Environnement a quitté le gouvernement en disant qu'on ne pouvait pas faire une politique écologique avec la ligne politique de ce gouvernement. Donc il a discrédité tout seul, enfin lui-même, il a discrédité la ligne politique de ce gouvernement. Et puis plus généralement, on voit qu'à travers ces marches, c'est d'ailleurs les 2 grandes dernières mobilisations, les Gilets jaunes et puis les marches pour le climat, qui ont émergé ces derniers temps et qui rassemblent très largement. Et en plus de ça, on voit aussi sur Internet la pétition L'affaire du siècle, qui a dépassé maintenant les 2 millions de signatures, pour justement porter en justice contre l'État pour inaction contre le climat. Et je pense que cette mobilisation est nécessaire, et effectivement, la mobilisation citoyenne est nécessaire, mais à un moment donné, il faut aussi que ça se traduise sur un plan politique. C'est-à-dire qu'il faut, au moment donné, que le politique se saisisse de ça. Et c'est là où, aujourd'hui, le gouvernement n'est pas à la hauteur. Non, tout à fait, je suis complètement d'accord. Il y a dans les différentes envies de débattre, la priorité, c'est la fiscalité, après la démocratie,
Et la quatrième idée, c'est l'écologie. Donc c'est quelque chose qui intéresse vraiment les Français et puis le peuple du monde entier, parce qu'on se rend compte qu'il y a une urgence et une importance fondamentale. Et en effet, les politiques ne sont pas forcément très en avant sur la démarche. Donc maintenant, est-ce qu'on peut être que simplement dans la rue pour manifester? On se rend compte que d'année en année, il y a de moins en moins de gens dans les rues. Il y a d'autres façons de manifester. Ça mute, comme vous disiez très justement tout à l'heure. Les manifestations mutent, les envies de se faire entendre se diversent. Il y a des listes européennes qui se créent, par exemple, ou autres, et il y a des manifestations sur Internet. Donc la rue est toujours très importante à prendre pour se faire entendre, à condition qu'on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, qu'on puisse le faire posément et sans risque. Ce qui est intéressant, Jean-Marie Godard, c'est quand on regarde la liste des questions posées par Emmanuel Macron dans le cadre du grand débat national, il y a bien évidemment un chapitre sur l'écologie et l'environnement, mais avec une question qui est, je vais vous la lire, à l'aune du changement climatique, est-il important de traiter de la question des modes de vie? Ça veut dire que le pouvoir clairement compte sur nous, quoi. Oui, c'est ça. Sur les citoyens, pour ouais. changer. Mais le problème, c'est que justement, cette question de l'environnement, elle est toujours abordée sur la responsabilité du citoyen, en fait. C'est-à-dire que, par exemple, quand on prend l'histoire de la taxe par rapport au mouvement des Gilets jaunes, on dit à des gens qui, en plus, n'ont pas tellement de moyens, vous allez payer plus cher. Mais quand on parle de changer les modes de vie, à chaque fois, donc sur le recyclage et tout, c'est tout le temps les citoyens, mais c'est très bien d'ailleurs qu'il y ait une prise de conscience, mais on ne pose jamais la question sur les responsabilités des industriels, des pétroliers, d'industries qui polluent énormément. Ça, c'est toujours le citoyen qui doit s'interroger, qui doit prendre conscience. Il y a quand même ce côté-là. Pas tout à fait. Je ne sais pas si vous êtes inscrit au grand débat, justement, pour pouvoir répondre. Il y a quelques questions assez basiques qui sont posées sur la thématique écologie. Et donc, ces questions sont assez ouvertes et mentionnent évidemment, elles disent, est-ce que l'effort est à faire du côté des citoyens, est-ce qu'il est à faire du côté des collectivités ou des deux? Donc on laisse quand même ce choix-là. Et pour revenir pour que les choses changent, il faut descendre tous les week-ends dans la rue pour le climat? Oui, il faut descendre. D'ailleurs, énorme succès à Bruxelles du mouvement des collégiens, lycéens et étudiants belges. Ils étaient 35 000 jeudi dans les rues. Ils appellent à une grève scolaire internationale le 15 mars. Voilà, ça a été 3 jours dans la rue. On doit aller dans la rue, en tout cas. Oui, je suis d'autant plus d'accord qu'effectivement, c'est quand même souvent les citoyens qui arrivent à mobiliser, qui mettent sur au numéro 1 de l'actualité des sujets que les politiques ne se saisissaient pas. Et donc, tant que justement cette mobilisation ne faiblit pas et au contraire, elle prend forme et à vive allure, les politiques ne pourront pas échapper justement à des prises de décision. On le voit à Paris, il faut prendre des décisions. Il y a des décisions d'autorité qui doivent se prendre sur la question écolo parce que c'est l'avenir de la planète. On le voit bien, il y a encore un rapport qui vient de tomber qui disait que l'enjeu planétaire, on était à la fin de notre civilisation et que on a l'impression que tant qu'on ne sera pas tout proche de la catastrophe. Mais par ailleurs, il ne s'agit pas d'incriminer non plus le gouvernement français. Il faut réfléchir à l'échelle européenne, à l'échelle mondiale. L'enjeu, il n'est pas que micro-local. Il y a des enjeux micro-locaux où on peut tout à fait penser nos modes de production à l'échelle micro-locale. Et donc, effectivement, notre système productiviste, consumériste, contribue aussi à faire échouer notre planète. Et donc, du coup, c'est aussi tout ça qu'il faut remettre en cause. Mais ce n'est pas qu'à l'échelle micro-locale ou à l'échelle gouvernementale de la France, même si Emmanuel Macron revient sur bien des choses, le glyphosate, etc. On voit bien que tout ça ne marche pas quand même comme ça devrait l'être, mais c'est à l'échelle internationale qu'il faut que la mobilisation prenne. La suite des informés dans un instant, 20h40, l'info avec Thomas Bénèche. Christophe Castaner condamne les violences commises ce samedi, selon lui, par des casseurs déguisés en gilets jaunes. Le ministre de l'Intérieur l'écrit sur Twitter. Des incidents et des tensions ont eu lieu aujourd'hui à Dijon, à Quimper, avec des dégradations en ville. À Paris, une figure du mouvement gilets jaunes a été blessée à l'œil par une grenade de désencerclement. L'IGPN, la police des polices, est chargée de l'affaire. Plus de 200 000 € récoltés depuis hier sur Internet par les proches de l'ancien footballeur nantais Emiliano Sala. Ils ont lancé une cagnotte sur Internet pour que reprennent les recherches de l'avion du joueur. Des opérations sont menées depuis aujourd'hui dans la Manche par un organisme spécialisé. L'appareil de Salah a disparu dans la nuit de lundi à mardi. L'œuvre de Banksy réalisée sur la porte de secours du Bataclan à Paris a été volée. Les gérants de la salle de spectacle font part de leur profonde indignation. Ce dessin du street artiste britannique représentait une personne recueillie en mémoire des victimes de l'attentat du Bataclan. L'œuvre avait été réalisée en juin dernier.
La 15e journée du top 14 de rugby se poursuit ce soir avec dans 5 minutes le coup d'envoi de Lyon, Racing 92. À noter cet après-midi les victoires de La Rochelle, Pau, Bordeaux-Bègles et Castres qui s'est imposé face au leader Clermont. France Info. 20h, 21h, les informés, Victor Matet. Les demoiselles de Rochefort, les parapluies de Cherbourg, Pau d'Âne et j'en passe, toutes ces musiques de films. On les doit bien évidemment à Michel Legrand qui nous a quittés la nuit dernière à 86 ans. On écoute un court extrait, on se retrouve après. Nous sommes deux sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux. Mi fa sol la mi ré, mi fa sol 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 ré do. Toutes deux demoiselles ayant eu des amants très tôt. La mort de Michel Legrand, Yasmina Oui. Jaffar, c'est un peu quoi de mes mémoires collectives qui disparaît? Oui, et c'est une incarnation juste et réelle de la légèreté des années 70 et 60, avec ce film-là, bien sûr, magnifique. Thomas Crown aussi, avec ce jeu d'échecs incroyable. Et j'ai envie de parler d'un autre film qui s'appelle Yentl. Bon, anecdote personnelle, mais là, comme on vient de perdre un grand monsieur, ça nous rappelle tous à un moment de notre vie une chanson particulière. C'est la bande originale de nos vies. Yentl, j'avais 12 ans, 1983, ce film sort et je suis complètement abasourdie par la voix de Barbara Streisand. Et j'ai appris longtemps après, parce qu'à 12 ans, que c'était Michel Legrand. Et j'ai vu à quel point la capacité de ce monsieur à faire tout, jusqu'à la musique classique il y a quelque temps avec Nathalie Dessay. Donc c'est juste incroyable ce que cet homme a apporté en France, mais partout dans le monde, parce que Yentl a été Golden Globe, meilleur film américain. C'est encore vu et revu, et c'est une histoire fabuleuse d'une femme qui ne cède pas à ses désirs et qui fait tout pour devenir une spécialiste du Talmud, même si elle n'a pas le droit en 1904 de l'étudier. Voilà, donc même l'histoire est belle. Candice Marshall, un mot sur Michel Legrand. Oui, évidemment, j'ai chanté. Personnel ou pas, j'ai chanté petite fille sur Les Demoiselles de Rochefort. Ma fille a chanté sur Les Demoiselles de Rochefort. Ce qui me reste en tête, c'est Le cake de l'amour dans Pau d'Âne, ouais. Évidemment. Un souhait d'amour s'impose. Vous allez nous le chanter, non? Pas ce soir. Je chante trop faux. Pierre Jacquemin, vous avez des souvenirs liés à... Oui, j'ai la conviction, je suis convaincu qu'effectivement, ça transcende l'ensemble des générations, et je pense même qu'aujourd'hui, y compris la jeune génération, a déjà entendu effectivement l'air et c'est ça qui est formidable avec Michel Legrand, c'est que les airs qu'il a trouvés pour les films, effectivement, sont des airs qui nous restent en tête. Et je réécoutais cet après-midi justement l'émission de Boomerang de vos confrères de France Inter, où justement Augustin Trapenard qui avait enregistré Michel Legrand. Il avait ses 85 ans, j'ai redécouvert un homme d'une humilité hallucinante. 85 ans, il nous explique qu'il est au début de sa carrière, qu'il est encore je ne sais plus quel est le terme qu'il utilise, je suis un débutant, il dit. Mais est-ce que vous avez dit... Il a toujours des projets par dizaines. Il a toujours des projets. Dans la tête, d'ailleurs, il y a une question que lui est posée, Augustin Trapenard lui pose la question, il lui demande, mais alors, quelle sera la musique de demain? Il dit, c'est moi qui la ferai, la musique de demain. Oui, ce type est un génie, vraiment un génie, et vous avez raison d'insister sur une chose, c'est qu'on le connaît aussi à travers la musique de film, mais il a su lier le piano avec le théâtre, avec la danse, avec l'opéra. Et c'est ça qui est formidable, en fait. Il est effectivement formidable. Et puis, effectivement, moi, j'ai en tête cette chanson dans Pau d'Âne aussi, La Fée des Lilas, les conseils de La Fée des Lilas, qui est assez extraordinaire. Ouais. Jean-Marie Godard, votre rapport à Michel Legrand? Ça, c'est des souvenirs d'enfance, Pau d'Âne. Et je trouve que je suis assez fasciné par le personnage, justement, touche à tout, effectivement, génial. Et par ces gens... qui illuminent vraiment, je trouve, parce que c'est des gens qui sont tellement passionnés qu'il n'y a jamais de retraite pour eux, quoi. C'est un véritable plaisir. Il aurait pu continuer jusqu'à 100 ans, 110 ans. Voilà, c'est des gens qui n'arrêtent jamais. Ils meurent sur scène. Ils meurent sur scène en pleine lumière. Certains de la nouvelle génération auraient pu trouver quelque chose de ringard dans la comédie musicale, parce que ça s'éteint, etc. On voit bien qu'il est aussi l'inspirateur de bien des réalisateurs. Je pense à La La Land, évidemment. Ça a été quand même un inspirateur de La La Land. Donc il restera évidemment une mémoire. Et là où on voit qu'il n'était pas du tout sur Fatigué où je vais m'arrêter, c'est qu'il y avait déjà des événements prévus pour le mois de février. Oui, il avait des projets encore en cours. Il avait travaillé avec Radio France, il a produit des spectacles, bien évidemment, avec l'Orchestre national de Radio France. Oui, c'est le même profil que Charles Aznavour, vraiment. En quelques mois d'intervalle, on perd deux personnalités comme ça qui ont marqué nos vies et qui ont
il avait des projets aussi. Lui aussi disait bon, j'ai encore toute ma jeunesse pour faire des choses. Et c'est assez troublant de perdre comme ça quelqu'un qui, moi, 86 ans. Ça me paraît pas très vieux. Je sais pas, c'est très étonnant ce que je vais dire. Mais aujourd'hui, en 2018, ça ne me paraît pas très vieux. Et je me dis, on aurait pu, déjà Johnny, on le trouvait très jeune quand il est mort. Donc là, on aurait pu encore profiter 10 ans de choses assez magnifiques et de découvertes. Mais on va le découvrir encore plus parce qu'il y a toute une nouvelle génération qui va découvrir à quel point il a été important et influent dans toutes les musiques possibles. Vraiment. Notamment le jazz. Il était très connu aux États-Unis. Je ne sais pas Candice Marshall, si vous voulez en dire un mot. Non. Ou quelqu'un d'autre. Non, moi je pensais à autre chose. La référence à Aznavour, c'est marrant parce que ce matin à la radio, justement, j'entendais un sujet sur lui et il repassait les premières fois. Il a commencé à chanter lui-même. Et je me disais, il y a du Aznavour dans la voix. Quoi. Oui, vraiment. Voilà, c'est assez incroyable. Je trouve un point en commun entre les deux, dans la longévité, dans la curiosité de la jeunesse, dans l'envie de faire des choses en permanence, de surtout pas céder à quoi que ce soit et à continuer à espérer. Et dans une période un peu moribonde comme ça, où on se demande un petit peu quelles sont les perspectives, c'est intéressant de voir ces messieurs, ces génies. Le terme est totalement, parce qu'on est galvaudé, mais là, c'est juste... Là, on peut parler de génie. Là, vraiment, c'est assez extraordinaire. Et sans faire c'était mieux avant, je regarde chez les jeunes et je me dis, bon... Il va falloir travailler. Vous voyez pas de nouveau Michel Legrand qui arrive à l'horizon? Alors, c'est clivant, mais j'aime bien Benjamin Biolay et la façon qu'il a de produire les musiques. C'est très travaillé, c'est très gainsbourgien. Un autre nom, voilà, Gainsbourg, magnifique. Et voilà, il y a peut-être, pour moi, Benjamin Biolay. Après, on peut ou pas ne pas aimer, mais il y a une petite un héritage là. On parlait de Johnny Hallyday, il était peut-être même plus connu que Johnny Hallyday aux États-Unis. Pierre Jacquemin, il avait reçu notamment 3 Oscars et puis il avait eu cette carrière de jazz exceptionnelle. Oui, c'est ça qui est assez extraordinaire avec le personnage, c'est que l'humilité qui est la sienne, et je le disais vraiment, c'est ça qui m'a frappé dans le ton qu'il utilise, les mots qu'il utilise, la pédagogie qui est la sienne, l'envie de faire avec des arts qui sont complètement différents, des publics qui sont complètement différents, tout en souhaitant être accessibles, et l'immensité des prix qu'il a obtenus à travers le monde est quand même assez déroutante quand même. Et effectivement, je pense qu'il sera l'inspirateur de bien des générations. Et en France, bon, il y a effectivement Michel Legrand, il y a d'autres quand même grands compositeurs de musique, de films. Et d'ailleurs, il ne souhaitait pas qu'on dise musique de film, parce qu'il ne veut pas qu'on ait une attention particulière. Il dit la musique est en soi un événement, un phénomène dans un film. Donc, il n'aimait pas trop, je crois, qu'on utilise ça comme une orchestration. Absolument, et qui puisse être écouté en dehors d'un film. Et voilà. D'ailleurs, il a pensé sa musique comme ça. Et c'est fascinant. Je vous invite vraiment à réécouter cet entretien que je citais tout à l'heure sur Inter, parce qu'il explique. D'ailleurs, on revoit, il y a des sons d'archives où on l'entend travailler avec Jacques Demy à l'élaboration des Demoiselles de Rochefort. Et il y a 3 versions différentes qui passent avec des intonations différentes, un rythme totalement différent. C'est vraiment passionnant. On les voit créer. Et il nous explique que justement, quand il se retrouve face à un piano, il ne sait pas ce qu'il va produire. Et ça vient comme ça. C'est pour ça que c'est de l'ordre du génie. Ce type est un génie. Et effectivement, il a une très belle vie. On va pas, évidemment, 86 ans. C'est une très belle vie avec un grand succès. Et il laisse un héritage qui est pour la France, évidemment, et la chanson, et la musique, et la composition. Et c'est très américain d'imaginer, justement, pour revenir sur ce que vous disiez, c'est très américain d'imaginer que la musique est un personnage secondaire et voire un personnage principal. En France, on ne produit pas du tout les films de la même manière. On produit d'abord un film, on l'écrit, le storyboard, etc., sans vouloir faire un cours de cinéma, et ensuite on fait la musique. Du coup, on a le sentiment parfois d'un décalage. Aux États-Unis, c'est autre chose, et donc il est le plus américain des Français là-dessus. On fait la musique en même temps que l'histoire, et du coup, il y a une vraie corrélation entre les deux, et on n'oublie jamais ces films importants qui nous ont baignés et qui nous ont bercés, quoi. Hommage que vous avez rendu ce soir avec vos paroles à Michel Legrand. La dernière partie des Informés dans un instant. Il est 20h50, l'info Thomas Bénèche. 69 000 manifestants en France ce samedi pour cette nouvelle journée d'action des Gilets jaunes. Chiffre du ministère de l'Intérieur, c'est moins que la semaine dernière. À Paris, une figure du mouvement social a été blessée à l'œil par une grenade de désencerclement. L'IGPN, la police des polices, est saisie pour faire toute la lumière sur les conditions liées à cette blessure. Le bilan de la rupture d'un barrage minier au Brésil s'alourdit ce soir à 34 morts. L'événement s'est produit hier après-midi à Brumadinho, dans le sud-est
sud-est du pays. La société Vallée en charge de l'ouvrage se voit infliger après cette catastrophe une amende de 58 millions d'euros. On lui doit entre autres le roman Mademoiselle Chambon, adapté au cinéma en 2009. On apprend ce soir la mort de l'écrivain Eric Holder à l'âge de 59 ans. Il est décédé mardi, là où il vivait à Queyrac en Gironde. L'américaine Émile Ferris, sacrée ce soir au Festival de BD d'Angoulême. Elle remporte le Fauve d'Or pour son ouvrage « Moi, ce que j'aime, c'est les monstres ». Le prix récompense la meilleure bande dessinée de l'année. À 56 ans, Émile Ferris est la 6e femme distinguée par le Festival d'Angoulême. France Info. 20h, 21h, les informés, Victor Matet. Les informés à la radio, à la télé, sur le canal 27 de la TNT. Dernière partie, et c'est une tradition le samedi soir. Vos coups de cœur à vous, les invités désinformés. On va commencer avec vous, Yasmina Jaffar. Votre coup de cœur ce soir, c'est un livre. Oui, Emmanuel le Magnifique. C'est Patrick Rambaud. Donc on a l'habitude de voir ce monsieur, cet écrivain assez extraordinaire de l'Académie Goncourt, faire des livres sur Nicolas Sarkozy. Il y en a eu 5. C'est des journaux comme ça où il nous raconte un petit peu le quinquennat à sa manière. Ensuite, il y a eu François Hollande, il y en a eu 2. Et là, il y a Emmanuel Macron, il n'y en a qu'un. Alors on peut être un peu frustré quand on est à la lecture et à la fin de la lecture de ce livre parce qu'il n'y a pas l'affaire Benalla et il n'y a pas les Gilets jaunes. Il y aura un tome 2 du coup. Il y aura un tome 2, c'est évident. Je pense même qu'il est en train de le terminer. Il y a de quoi faire et de quoi dire. Mais ce qui est intéressant avec ce livre, c'est qu'il y a une écriture très 19e avec cette idée de la province et contre Paris. Et quand on voit ce qui se passe aujourd'hui avec les Gilets jaunes, et il parle de la campagne d'Emmanuel Macron à sa manière-là, avec ses mots très 19e, on revoit aujourd'hui, on en a parlé tout à l'heure, ces différents rendez-vous avec les maires et on a le sentiment qu'Emmanuel Macron est en campagne. Donc quand on lit le livre, on a le sentiment d'être juste il y a 18 mois. Donc c'est une corrélation un peu dingue et cette volonté de décentralisation, cette volonté aussi des maires de demander une envie de faire aussi les choses de la même manière que l'État. Dans ce livre, il y a tout ça. Donc ça sort un peu en retard par rapport à l'affaire Benalla et les Gilets jaunes, mais en même temps, on est complètement dans l'actualité de ces 2 derniers mois. Donc je vous conseille ce livre. En plus, l'écriture est juste fameuse. Candice Marchal, votre coup de cœur à vous, c'est un film Tel Aviv on Fire. Absolument. Alors, il n'est pas encore sorti. J'ai eu la chance de le voir en avant-première. C'est sur le 4 avril. Absolument le second long métrage de Sameh Zohabi, qui est un réalisateur arabe-israélien. Une interprétation exceptionnelle de Kaïs Nachif, le comédien. C'est le pitch, un jeune Palestinien qui est stagiaire sur un soap-opéra. Et qui doit passer tous les jours un checkpoint israélien. Voilà. C'est fin, c'est drôle, il y a un double langage qui est très subtil et la grande intelligence de ce film, c'est d'avoir ramené le conflit israélo-palestinien à une échelle humaine. Vraiment à voir sans hésitation. Le coup de cœur de Candice Marchal. Vous, Jean-Marie Godard, vous avez choisi un autre très bon film. En plus, c'est un film France Info qui est sorti l'an dernier. C'est En guerre de Stéphane Brisé avec Vincent Lindon. Oui, tout à fait. C'est actuel aussi. Que j'ai vu il y a pas très longtemps, il y a quelques mois. Alors j'ai trouvé ce film vraiment génial parce que, en fait, bon, déjà on est sur une thématique qui m'intéresse énormément, qui sont les conflits sociaux et le côté humain dans les conflits sociaux. Et ce film n'est pas un film, justement, c'est pas un énième film militant sur les gentils et les méchants. C'est très réaliste. C'est très réaliste parce qu'il y a des gens qui jouent leur propre rôle, en fait. Il y a des gens, qui ont vécu un conflit social, qui ne sont pas des acteurs professionnels, mais qui sont des gens qui viennent d'une entreprise qui a vécu ce genre d'histoire. Et ce film est hyper intéressant parce qu'il décortique toute la mécanique humaine qu'il peut y avoir dans un conflit social, la difficulté de l'engagement d'un délégué syndical, d'un délégué du personnel, la position aussi, par exemple, la hiérarchie intermédiaire, les dirigeants du site ne sont pas décrits comme des méchants dans le film. Il y a aussi la problématique humaine du gars qui se retrouve à faire le sale boulot et qui, de toute façon, lui-même sera viré s'il ne le fait pas. C'est pas manichéen, c'est plein de zones grises avec aussi une partie du personnel et des gens qui sont engagés dans la grève qu'on comprend aussi, qui au bout d'un moment en peuvent plus. Il y a des enjeux familiaux, il n'y a plus de salaire, donc on va quand même aller discuter avec la direction, on va voir ce qui est. Et puis il y a l'autre partie qui est engagée dans une sorte de jusqu'au-boutisme où ils ont commencé à aller vraiment sur une ligne assez dure pour obtenir quelque chose de beaucoup plus conséquent. Et il y a tous
toutes ces problématiques humaines et tous ces conflits et tous ces déchirements qu'il peut y avoir au sein d'une entreprise et des salariés quand on est sur un conflit dur comme ça. J'ai trouvé ça absolument passionnant. Et Vincent Lindon, comme d'habitude, Vincent Lindon est absolument génial. Excellent. Et puis alors, ce qui est génial, c'est que par exemple, le gars qui joue l'émissaire du gouvernement de l'Élysée, qui joue un peu le médiateur dans le conflit, en fait, c'est Jean Grosset, qui n'est pas du tout un acteur, qui est un ancien responsable d'un syndicat qui s'appelle l'UNSA et qui lui-même a participé à des tas de négociations interprofessionnelles nationales. Voilà, c'est assez intéressant, quoi. Allez, on en vient à votre coup de cœur, à vous, Pierre Jacquemin, un coup de cœur en forme de C'est un coup de cœur en forme de coup de gueule, parce que c'est un coup de cœur pour un média qui s'appelle L'Humanité, que j'aime beaucoup, qui a un traitement à part, évidemment, de l'actualité, qui sort tous les jours, c'est un quotidien, et qui traite de la culture, qui traite de sujets internationaux comme personne ne le traite, et c'est un journal qui a été créé, comme tout le monde le sait, par Jean Jaurès en 1903 et qui est menacé aujourd'hui. Il a été mis en cessation de paiement il y a quelques jours et mis sous protection du tribunal du commerce. Donc c'est un journal qui a vocation à vivre, qui a vocation à faire vivre le pluralisme. Et j'ai peur que l'actualité, le monde des médias, la concentration des médias dans les mains de quelques-uns, l'absence d'aide de l'État aussi. Les aides de l'État, elles existent depuis très longtemps, mais sous un format qui existe depuis les années 70. Aujourd'hui, il y a quand même Internet qui est arrivé. Et donc, j'espère qu'il va y avoir une mobilisation pour soutenir, pour faire que ce journal continue d'exister, parce que c'est très important, d'abord pour l'humanité, pour ce qu'est l'humanité, mais plus généralement pour le pluralisme dans d'autres pays. Et je pense que je parlais de concentration des médias, mais la concentration des médias aujourd'hui tue le pluralisme, tue la démocratie. Et c'est un véritable problème. Tant mieux qu'il y ait plein de médias, mais faisons en sorte que quand même, justement, il y ait une expression large, diverse, plurielle qui puisse s'exprimer. Et l'Humanité en est un exemple depuis très longtemps, avec un travail très rigoureux sur des sujets culturels, encore une fois, et bien d'autres encore. Et voilà, donc c'était mon coup de cœur pour l'Humanité et mon coup de gueule contre l'abandon, justement, de la presse de manière générale. Et on va devoir s'arrêter là. Merci beaucoup. Pierre Jacquemin, merci à vous tous d'avoir été là dans Les Informés ce soir. Les Informés qui reviennent demain à la même heure, à 20h sur France Info.